Regardez cette vidéo. Le 25 décembre 2010, Gladys Cordoba a réalisé cet enregistrement vidéo dans la zone énigmatique de Marcahuasi, au Pérou. Ou celui-ci. Les deux sont devenus viraux, car on suppose que l'on peut y voir des géants. En plus, la deuxième vidéo a une histoire de fond effrayante, si l'on cherche avec patience. Il existe de nombreux enregistrements qui prétendent être la preuve irréfutable et définitive qu'il y a des êtres colossaux vivant aux marges de notre civilisation, dans les montagnes ou dans des grottes qui les relieraient à des villes souterraines. Mais ne nous précipitons pas, c'est assez curieux. Des cultures qui ne se sont jamais connues parlent de la même chose. Toutes évoquent l'existence de géants. Nous parlons d'êtres immenses qui auraient vécu parmi les hommes, qui ont transmis des connaissances interdites, qui ont défié les dieux ou qui ont été punis par eux. Certains se sont mêlés aux humains, d'autres ont été anéantis par des déluges ou par des guerres célestes. La structure du mythe reste identique et cette répétition universelle interroge. Comment tous ont-ils inventé la même chose? Ou peut-être plus important encore, et si ce n'était pas une invention? Aujourd'hui, nous évoquons un youtubeur disparu après avoir filmé un contenu prétendument révélateur. D'un géant tué par des militaires, de découvertes incroyables, d'un être à 2 têtes qui reposerait aujourd'hui dans un musée de curiosités et de bien d'autres choses. Pour essayer d'apporter des éléments de réponse à ces questions, il est nécessaire que nous plongions dans ce dossier spécial sur les géants. Dans ce reportage, nous présenterons un point de vue mythologique, croyant et sceptique sur le sujet. Saurez-vous laquelle de ces positions vous représente le plus? Nous vous invitons également à partager ci-dessous, dans les commentaires, toute information précieuse que vous auriez sur ce sujet et qui pourrait enrichir ce qui a été présenté. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez écrire géant dans les commentaires. Et maintenant, commençons. Les géants dans les mythologies. Au début, de nombreuses civilisations ont raconté la même histoire. Le monde était jeune, les dieux marchaient parmi les hommes et les géants habitèrent la terre. Ils étaient les premiers, les plus anciens, ceux qui ont construit des montagnes, déplacé des rivières et érigé les pierres qui deviendraient à plus tard des temples, mais quelque chose a changé, les dieux se sont mis en colère ou l'homme s'est rebellé. Le facteur de rupture dépend de la vision du monde du groupe. On sait seulement qu'un événement d'une grande ampleur a modifié les règles établies jusque-là. Dès lors, les humains tels que nous les connaissons ont commencé à se développer. Des géants, il ne reste qu'une mémoire fragmentée, des ossements déterrés, des noms répétés dans des prières oubliées et des témoignages aussi ambigus que suggestifs. Dans la Genèse 6.4 de l'Ancien Testament, une phrase a longtemps troublé théologiens et archéologues. Je cite: « Il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, et aussi après, lorsque les fils de Dieu s'unirent aux filles des hommes et qu'elles leur donnèrent des enfants. Ce furent les héros d'autrefois, des hommes de renom. » Le mot original du texte n'est pas « géant », mais « néphilim », qui vient de l'hébreu « naphal » et signifie « tomber ». Certains traducteurs les ont interprétés comme « les déchus », d'autres comme « ceux qui font tomber ». C'est pourquoi, dans ce cas, la présence de géants peut être due à une erreur de traduction. Cependant, dans les textes apocryphes ou non canoniques, en particulier dans le livre d'Enoch, leur histoire est développée avec une précision presque troublante, selon Enoch. Un groupe d'anges, les veilleurs, est descendu du ciel pour s'unir aux femmes humaines. De cette union sont issus les géants, êtres immenses et sages, qui ont transmis aux hommes des savoirs interdits comme la métallurgie, l'astronomie et la magie. Mais leur pouvoir est devenu menaçant et le déluge universel fut le châtiment divin pour les effacer de la terre. Il est troublant de constater que cette structure, mêlant être céleste et humain, naissance d'une race puissante puis sa destruction, se retrouve, comme mentionné, dans de nombreuses cultures. Voyons un autre exemple. Bien avant Zeus, le monde appartenait aux titans Chronos, Rhea, Hyperion, Atlas. C'étaient des forces primordiales, enfants de Gaïa et Ouranos. Leur taille était gigantesque. Tout comme leur pouvoir, ils ont régné pendant l'âge d'or, une époque d'abondance et d'équilibre, jusqu'à ce que les dieux olympiens se révoltent.
La titanomachie, guerre de 10 ans entre titans et olympiens, s'est conclue par la défaite des titans. Les survivants furent enfermés dans le Tartare, une prison plus profonde que l'enfer. Puis vinrent les géants, nés du sang d'Ouranos mutilé par Cronos, encore plus sauvages que les titans. Et leur rébellion finale, la gigantomachie, fut la tentative désespérée de reprendre le monde. Mais ils furent également vaincus. Les Grecs croyaient que chaque montagne était le corps pétrifié d'un géant mort sous la foudre de Zeus, dans le nord glacé. Les Scandinaves racontaient une autre version. Les Jötnar, ou géants de glace, étaient les premières créatures de l'univers, nées du chaos de Ginnungagap. Ils existaient avant les dieux. Ymir, le premier, était si grand que les dieux ont façonné le monde avec son corps. Sa chair est devenue la terre, les océans, et son crâne est devenu le ciel. Chaque élément du cosmos était littéralement une partie d'un géant mort. Avec le temps, les Jötnar ont été diabolisés et considérés comme des ennemis des dieux et des représentants du chaos, mais dans les textes les plus anciens, ils n'étaient pas mauvais, ce qui mérite d'être souligné. Cela les rend étrangement similaires aux titans et à tous les colosses qui existaient avant l'homme ordinaire. De l'autre côté de l'océan, en Mésoamérique, les peuples Nahuas parlaient eux aussi de géants. Selon la légende des soleils successifs, le monde avait traversé plusieurs ères. Lors du premier soleil, les Kinametsin géants de plus de 4 mètres dominèrent la terre. Ils furent détruits par les dieux pour leur orgueil. Lorsque le ciel s'est effondré sur eux, leurs os, disèrent les Aztèques, pouvaient encore être retrouvés enterrés sous les montagnes. Dans les légendes des Dogons du Mali, on parle des Nomos, des êtres amphibies descendus du ciel, qui ont enseigné l'astronomie et la sagesse aux hommes. Bien qu'ils n'aient pas été décrits comme des géants, physiquement, leur stature symbolique et leurs liens célestes rappellent les Néphilim de la Genèse. Dans les îles du Pacifique, comme Fidji et Samoa, on racontait aussi des histoires d'ancêtres géants qui ont construit les temples de pierre, qui défient encore aujourd'hui la logique architecturale. Les anciens Égyptiens parlaient des Shemsu-Or, une race de rois qui a régné sur l'Égypte avant les pharaons, à l'époque où les dieux marchaient encore parmi eux. Et à Madagascar, la tradition orale mentionne Bazimba, un peuple immense et ancien, exterminé par les hommes plus petits arrivés par la suite. Incroyable. Eh bien, ce n'est que le début, sans aller plus loin. Lorsque les conquistadors espagnols sont arrivés en Amérique, ils ont entendu tellement d'histoires sur des géants que certains chroniqueurs ont même écrit avoir vu des os humains de taille disproportionnée. Patagonie, terre de géants. Quand l'expédition de Fernand de Magellan longea les côtes australes en 1520, le monde européen ignorait encore ce qui se trouvait au-delà de la carte. Le froid, le vent et les côtes désertes du sud de ce qui est aujourd'hui l'Argentine ont donné naissance à l'une des légendes les plus persistantes de l'exploration, celle des géants patagons. Ce territoire, que les chroniqueurs ont décrit comme hostile et silencieux, est devenu pendant des siècles le théâtre de l'une des histoires les plus répétées du Nouveau Monde. Tout a commencé, comme tant de fois, par un témoignage écrit. Antonio Pigafetta, chroniqueur de l'expédition, a laissé dans son journal une scène qui marquerait un tournant dans l'imaginaire européen. Un jour, alors que l'équipage réparait les navires dans la région de Puerto San Julián, un homme aux proportions gigantesques est apparu sur la plage. Pigafetta l'a décrit comme un être d'une telle stature que la tête des Espagnols les plus grands lui arrivait à peine à la taille. Le géant dansait, lançait de la poussière sur sa tête et semblait aussi innocent que déconcertant. Magellan, surpris mais curieux, ordonna à l'un des siens d'imiter ses gestes pour gagner sa confiance. Ainsi, raconte Pigafetta, commença le premier contact entre les Européens et ce peuple d'hommes gigantesques. Cet épisode, raconté avec la fascination propre à celui qui foule un monde inconnu, fut suffisant pour sceller un nom. Patagon. Il n'est pas tout à fait clair d'où vient le terme. Certains soutiennent qu'il dérive du mot patagrande, faisant allusion à la taille des pieds de ces hommes. D'autres le relient à un personnage de roman de chevalerie. Appelé ainsi d'une manière ou d'une autre, le nom est resté gravé sur les cartes. Depuis lors, la région a commencé à s'appeler la Patagonie, la terre des Patagons, ou tout simplement la terre des géants. Au cours des années suivantes, d'autres voyageurs ont confirmé le mythe. De retour en Europe, les chroniques se sont multipliées, et chaque récit augmentait la taille des habitants du Sud. Certains leur donnaient 3 mètres, d'autres 4.
Les histoires parlaient de tribus entières de colosses qui habitaient à la fin du monde. Chassant avec des arcs géants et marchant pieds nus sur les côtes, ils laissaient des traces que les marins disaient avoir vues. Au XVIe siècle, certaines cartes montraient des géants à l'extrémité australe, comme s'ils faisaient partie du paysage. Au fil des siècles, les expéditions scientifiques ont tenté de vérifier ce que l'imagination avait amplifié au XVIIIe siècle. Des marins britanniques et français ont parcouru la région et n'ont trouvé aucune trace d'êtres aussi gigantesques. Ils ont cependant trouvé des peuples autochtones de taille plus grande que la moyenne européenne, comme les Téouelchés, qui pouvaient atteindre 1,90 m à une époque où un Européen moyen mesurait à peine un peu plus d'1 mètre. Cette différence, ajoutée à la surprise de la première rencontre et à la tendance à exagérer l'exotisme, semble avoir suffi pour que l'histoire soit déformée à chaque nouveau récit. Les géants étaient peut-être juste de grands hommes, observés par des yeux cherchant des prodiges. Cependant, le mythe n'a jamais disparu. Au fil des siècles, le Sud se peupla, et les géants restèrent présents dans les récits de voyageurs, livres, musées et cirques. C'est là que l'histoire s'assombrit et s'entrelace avec une autre histoire, encore plus étrange, celle du supposé géant à 2 têtes, connu sous le nom de Cap d'Oie. Le géant à 2 têtes. Le récit de Cap d'Oie a commencé à circuler au XVIIe siècle. Selon les versions les plus répandues, des marins espagnols auraient capturé sur une plage du sud de l'Amérique du Sud un être de plus de 3,5 mètres de haut, avec 2 têtes et un corps parfaitement humain. Certains textes évoquent sa découverte en Patagonie, renforçant l'association avec les géants de Magellan. Les marins, impressionnés, l'auraient emmené captif et, lors d'une tentative d'évasion, Cap d'Oie serait mort transpercé par une lance. Son corps, conservé puis momifié, aurait fini en Angleterre, où il a été exposé pendant des décennies comme une curiosité. À partir de là, l'histoire entre dans le domaine du vérifiable. Au début du XXe siècle, une exposition de phénomènes étranges appelée Burnbeck Pier existait dans une localité anglaise. Et parmi ces pièces se trouvait le corps momifié d'un soi-disant géant à 2 têtes. Ce n'était autre que Cap d'Oie. Les journaux de l'époque évoquent l'attraction, sans preuve de son origine sud-américaine. Après plusieurs années d'exposition, le corps aurait été acquis par un collectionneur britannique et, en 1959, transféré aux États-Unis. Aujourd'hui, la figure de Cap d'Oie peut être vue dans la ville de Baltimore, dans le magasin The Antique Man Ltd, propriété de Robert Gerber, un collectionneur qui tient une galerie de curiosités. Là, derrière une vitrine en verre, se trouve une figure humaine momifiée d'environ 3,5 mètres avec 2 têtes et des proportions gigantesques. Les visiteurs peuvent l'observer, la photographier et écouter les différentes versions de son origine, bien qu'aucune ne soit appuyée par la science. Jusqu'à présent, aucune étude médico-légale indépendante n'a été réalisée, ni aucune datation moderne qui confirme qu'il s'agit d'un corps réel et non d'une composition. Les historiens qui ont tenté de retracer l'origine du supposé géant s'accordent à dire qu'il n'existe aucun document du XVIIe siècle mentionnant Cap d'Oie, aucun transfert de restes d'Amérique du Sud vers l'Europe. Des experts en anthropologie médico-légale notent que de nombreux phénomènes de foire des XIXe et XXe siècles étaient fabriqués à partir de parties humaines réelles et de techniques de taxidermie, une pratique courante dans les spectacles de curiosité victoriens. Malgré cela, l'image de Cap d'Oie est devenue iconique. Pour beaucoup, c'est la matérialisation du mythe patagon, la preuve visuelle que le public recherchait pour croire que, dans un coin reculé du sud du monde, les géants ont existé. Mais la Patagonie ne serait pas le seul endroit sur Terre à avoir ce genre de récit. Géant, en Équateur, lorsqu'on parle du passé lointain des montagnes du sud de l'Équateur, dans la province de Loja, on tombe sur une histoire qui contient des éléments des plus intéressants. Des restes osseux, d'imposants rites perdus et la figure d'un curé archéologue qui croyait y avoir trouvé des vestiges d'êtres de taille bien supérieure à la moyenne. Au milieu des années 60, dans la paroisse de Changaemina, un groupe dirigé par Carlos Miguel Baca Alvarado, un prêtre né en 1912 passionné de musique et d'archéologie. Il a fouillé un site décrit par les habitants comme le cimetière des dieux. On pense que Changaemina viendrait de mots liés à Jambos et Mindepo. Nous parlerions ici du fossile d'un néphilim,
Peut-être du fossile d'une géante humaine. Ce qui suggère aux habitants que des vestiges d'êtres extraordinaires pourraient y reposer. Selon les prétendus témoins, 25 hommes de différents âges se sont présentés pour travailler avec ferveur sous les ordres du prêtre. Pelles et pioches à la main, ils ont mis tout leur enthousiasme dans cette entreprise, sans savoir ce qu'ils allaient découvrir. Les différents récits recueillis racontent qu'après de longues heures de travail, un crâne de taille gigantesque est apparu parmi la terre remuée. Ensuite, un corps et des membres sont apparus, suggérant la présence d'un être dont la taille était estimée à 7 mètres. Cette découverte a éveillé l'imagination de la communauté, et bientôt, on a parlé d'autres choses qui seraient apparues sous la terre. Des outils géants, des vêtements étranges et d'autres squelettes aux proportions impossibles, tout cela formait un récit qui échappait à l'archéologie conventionnelle. Beaucoup y ont vu une certaine corrélation avec ce qu'a écrit Juan de Velasco, jésuite équatorien, qui aurait souligné dans son histoire ancienne du royaume de Quito de 1789, et je cite, « Manta fut, au début de l'ère chrétienne, le théâtre de l'effroyable race des géants. » Alvarado a conservé les restes découverts dans un petit musée personnel jusqu'en 1999 année de son décès. De nos jours, une partie de la découverte peut être vue au parc Jungfrau en Suisse, un parc à thème dédié à la présentation de mystères non résolus du monde entier. Ce parc a été conçu par Erich von Däniken, auteur de plusieurs livres affirmant l'influence extraterrestre sur la culture humaine, dont le best-seller « Les chariots des dieux », publié en 1900. Däniken est l'une des principales figures responsables de la popularisation des hypothèses du paléocontact et des anciens astronautes. Les idées exposées par cet individu sont rejetées par pratiquement tous les scientifiques et universitaires, qui classent son travail comme de la pseudo-histoire, de la pseudo-archéologie et de la pseudo-science. Au début de sa carrière, Erich von Däniken a été condamné et emprisonné pour fraude et détournement de fonds. En fait, il a écrit l'un de ses livres en prison. Mais revenons aux géants de l'Équateur en 2023. Un article du journal El Universo a rappelé qu'il n'existe aucun enregistrement officiel de la mesure du squelette, ni de publication scientifique attestant la taille de 7 mètres. D'autres sources journalistiques citent que certains os ont été envoyés à la célèbre Smithsonian Institution à Washington District de Columbia, qui auraient perdu leurs traces. Avant de continuer, arrêtons-nous un instant sur ce point. En effet, l'Institut Smithsonian et les géants seraient liés par une théorie du complot. Que nous cache-t-on depuis Washington? Parmi les chercheurs de l'inexplicable, une hypothèse persistante circule selon laquelle l'Institut Smithsonian, l'une des institutions scientifiques les plus respectées des États-Unis, aurait joué un rôle clé dans la supposée disparition des ossements géants, selon certains historiens alternatifs. À la fin du 19e siècle, le Smithsonian aurait reçu plusieurs squelettes anormaux, envoyés par des archéologues et des collectionneurs du pays. Peu de temps après, les restes auraient été catalogués et entreposés pour ne plus jamais être revus. Dans quel but préserver un récit évolutionniste qui ne contredirait pas la science officielle? Mais est-ce que cela a du sens? Une prestigieuse institution serait à la merci des intérêts d'une haute hiérarchie qui voudrait cacher la présence de géants dans les civilisations passées. Et, dans tous les cas, qu'est-ce que cela changerait si nous pouvions confirmer qu'il a réellement existé des êtres d'une taille supérieure à ce que nous avons toujours su? La réponse en ce sens est complexe. Ceux qui croient que l'existence des géants a été cachée associent les géants à des races mères et à des civilisations ayant des connaissances plus précises sur les énergies du monde. Un savoir qui, s'il devenait aujourd'hui massif, pourrait mettre en péril ceux qui dominent les finances internationales. En résumé, on pense qu'en cachant l'existence des géants, on ne préserverait pas seulement un récit sur l'évolution, mais aussi une manière de comprendre les dynamiques qui régissent la réalité elle-même. Mais alors, comprendre les géants nous rapprocherait-il d'une sorte de monde de monstres? Les géants sont une espèce de monstre. Les géants, une espèce de monstre, c'est-à-dire les géants, des monstres, c'est-à-dire les géants sont une sorte de monstre, c'est-à-dire les géants, des monstres, les géants, une espèce de monstre. C'est une espèce que les géants, une espèce de monstre, c'est-à-dire que les géants sont une espèce de monstre, c'est-à-dire des géants, des monstres, c'est-à-dire que des géants,
La nouvelle était fausse, mais la rumeur a survécu. Et bien qu'il n'y ait pas de preuve d'une conspiration officielle, il existe bel et bien des archives montrant que, pendant l'expansion archéologique américaine du 19e siècle, des milliers de restes indigènes et d'artefacts ont effectivement été retirés de leur contexte d'origine et déplacés sans documentation claire. Il n'y a pas eu de dissimulation officielle, mais un vide et des manœuvres douteuses persistent encore aujourd'hui. Était-ce simplement une erreur, de la négligence ou des intérêts obscurs ? Ceux qui affirment que les théories du complot sont totalement infondées soutiennent que l'archéologie traditionnelle peut expliquer sans problème toutes les découvertes réalisées au cours des dernières décennies. Mais est-ce vraiment le cas ? Analysons quelques cas où des découvertes controversées ont été faites, des découvertes qui se sont souvent avérées être des fraudes, mais qui, à d'autres occasions, ont semé un doute qui subsiste encore aujourd'hui. Est-ce que c'est des anomalies archéologiques ? Au 19e siècle, en pleine fièvre archéologique et scientifique, des nouvelles dignes de la science-fiction ont commencé à émerger. Des excavateurs, agriculteurs et chasseurs de trésors disaient avoir trouvé des squelettes humains géants, mesurant jusqu'à 5 mètres. Les journaux locaux des États-Unis, d'Irlande, d'Amérique du Sud et d'Asie publiaient des gros titres sur des géants antédiluviens, des hommes colossaux et des races disparues. Pour la première fois, le mythe et la science semblèrent se croiser, même si cette intersection ne durerait pas longtemps. Le premier et le plus célèbre de ces cas fut le géant de Cardiff, découvert en 1869 dans l'État de New York. En creusant un puits, 2 ouvriers ont découvert sous 1 mètre de terre un corps pétrifié d'environ 3 mètres. Des milliers de curieux sont venus l'observer. Les journaux l'ont appelé la découverte du siècle. On évoquait une preuve irréfutable des géants bibliques, jusqu'à ce que la vérité soit révélée. Le soi-disant géant était une sculpture taillée par un homme nommé George Hall, qui voulait démontrer la crédulité du public religieux. L'escroquerie a eu tant de succès que, même révélée, beaucoup y ont encore cru. Et c'est que l'idée que des géants aient existé un jour avait un attrait plus fort que n'importe quel démenti. Cependant, l'affaire de Cardiff n'était qu'un cas parmi des centaines. D'autres découvertes similaires ont été signalées au fil des décennies. À Crittenden, en Arizona, un groupe de mineurs a découvert des ossements géants et un crâne disproportionné à Lucerne Valley, en Californie. On a mentionné des ossements de grande taille découverts dans des grottes en Irlande à la fin du 19e siècle. Un journal a publié la photographie d'un squelette de plus de 3 mètres qui aurait été découvert près d'Antrim. Certains de ces rapports ont rapidement été écartés comme étant faux ou exagérés, mais d'autres n'ont jamais été étudiés. Et, plus étrange encore, dans de nombreux cas, les restes ont disparu très peu de temps après leur découverte. Il n'y a ni photographie vérifiée, ni ossements dans les musées, seulement de vieux articles, des témoignages oraux et cette sensation persistante que quelque chose a été perdu. L'un des cas les plus discutés vient du désert du Nevada, dans une grotte nommée Lovelock. En 1911, des mineurs cherchant du guano ont découvert des restes humains mêlés à d'anciens artefacts. Parmi eux, selon les rapports, des squelettes d'individus exceptionnellement grands, aux cheveux roux, qui appartenaient supposément à une race de géants cannibales. Exterminés par les ancêtres des peuples Paiutes, les Paiutes racontaient déjà cette histoire depuis des siècles. Les Sitékas, des géants roux, avaient terrorisé les tribus, jusqu'à être finalement acculés dans une grotte et brûlés vifs. Des chercheurs locaux, dont Adrian Mayer et Don Monroe, ont consulté les archives du musée du Nevada et confirmé la découverte de restes humains à Lovelock, mais sans taille anormale. La confusion serait née de mauvaises mesures et de récits sensationnalistes, ou du moins, c'est ce que l'on suppose. Le mythe perdure. Pour beaucoup, les Sitékas ont existé et la grotte serait leur tombe silencieuse. Au-delà des ossements, on trouve aussi en Afrique du Sud, au Sri Lanka et en Turquie de grandes marques dans la pierre, interprétées par certains comme des empreintes pétrifiées de colosses anciens. L'exemple le plus connu est la fameuse empreinte de Goliath, ou de Dieu, près de Mempusuli en Afrique du Sud. Une dépression dans la roche qui, vue sous un certain angle, ressemble à un pied humain de plus d'1 mètre. La géologie explique qu'il s'agit d'une formation naturelle dans le grès érodé. Regardez l'image. Qu'en pensez-vous ?
Pour les croyants, une autre preuve possible de l'existence de géants seraient les énormes monuments qui auraient été érigés par ces êtres. Les monuments. Même si les os et les archives disparaissent, il subsiste les monuments, ces structures gigantesques qui paraissent créées par des mains plus grandes que les nôtres. Sur chaque continent, des ruines et temples défient la logique, semblant issus d'une époque où la force humaine ne limitait rien. Là-bas, parmi les blocs immenses et les traces d'outils inconnus, naît une question qui ne trouve jamais vraiment de réponse. Et si les géants avaient réellement existé? Voici les preuves. Qu'ont-ils laissé? Au cœur du Liban, sur un ancien plateau, se dresse le complexe de Baalbek. Là-bas, à la base du temple de Jupiter, se trouvent certains des plus grands blocs de pierre jamais taillés par l'homme. Chacun pèse entre 800 et 1200 tonnes. L'un d'eux, connu sous le nom de bloc du Sud ou pierre de la femme enceinte, dépasse les 1000 tonnes et mesure plus de 20 mètres de long. Pour mettre cela en perspective, même avec les grues les plus modernes, il ne serait pas facile de déplacer une telle pierre, et pourtant, quelqu'un l'a fait. Il y a plus de 2000 ans, les archéologues s'accordent que les Romains ont hérité de Baalbek d'une civilisation antérieure. Mais ce que personne n'a pu expliquer avec certitude, c'est comment ces blocs ont été transportés et assemblés avec une précision millimétrique. Certains soutiennent qu'il s'agissait d'une ingénierie avancée perdue, d'autres parlent d'une force physique qui serait aujourd'hui impossible. Dans les théories alternatives, l'idée des géants ouvriers primordiaux apparaît, capables de déplacer des montagnes qui ont laissé leur empreinte dans l'architecture des dieux. À Cusco, à 3500 mètres au-dessus du niveau de la mer, s'élèvent les murs de Sacsayhuaman. Des pierres de plusieurs tonnes, emboîtées les unes dans les autres sans mortier, sont si parfaitement assemblées qu'une feuille de papier ne peut même pas passer entre leurs joints. Chaque bloc a une forme irrégulière, comme s'il avait été fondu et moulé sur place. Quelque chose que les Incas, avec leur technologie, ont réussi à réaliser à cette échelle. Les chroniqueurs espagnols, en voyant les ruines pour la première fois, ont cru qu'elles avaient été construites par des démons. Les archéologues modernes attribuent l'œuvre à la civilisation Inca. Mais la vérité est que les techniques exactes de taille et de transport restent encore assez mystérieuses. En Angleterre, les Celtes parlaient aussi de géants. Ils disaient qu'Albion, le premier habitant de l'île, était un être immense, descendant des titans, et qu'il l'était. C'est lui qui a enseigné aux hommes à ériger des cercles de pierre pour les dieux. Le plus célèbre d'entre eux, tu le connais sûrement déjà, Stonehenge, selon l'une des versions médiévales du mythe arthurien. Les pierres de Stonehenge ont été apportées d'Irlande par le magicien Merlin avec l'aide de géants qui les ont placées en cercle sur la plaine de Salisbury. Aujourd'hui, nous savons que le monument date d'entre 3000 et 2000 avant Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, et que ses constructeurs étaient des peuples néolithiques, sans outils métalliques. Malgré cela, les blocs de pierre pèsent entre 25 et 40 tonnes et proviennent de carrières situées à plus de 200 km de distance. La logistique de ce transport, sans roues ni animaux de charge adaptés, reste un mystère. Sur l'altiplano bolivien, à plus de 3800 mètres d'altitude, s'étend Tiahuanaco, l'une des villes les plus énigmatiques du monde antique. À quelques kilomètres, à Pumapunku reposent des blocs de pierre taillés avec une précision si parfaite qu'il serait difficile de la reproduire même avec des outils modernes. Les découpes paraissent faites avec des scies industrielles de précision, les angles sont parfaits. Tout cela il y a plus de 1500 ans. Certains chercheurs alternatifs, comme l'a déjà mentionné Eric von Däniken, soutiennent que Pumapunku a été construit par une civilisation antédiluvienne ou par des êtres non humains. D'autres proposent quelque chose de plus terrestre, mais tout aussi troublant, que ces constructeurs étaient des hommes beaucoup plus grands, plus forts, appartenant à une race disparue. Les légendes Saïmara renforcent cette vision. Selon la tradition, les dieux ont créé des géants de pierre qui ont construit les premières villes avant le grand cataclysme qui a détruit le monde. Au Texas, Mexique, Égypte et Chine, des marteaux, des lances ou des haches ont été documentés, qui semblent avoir été conçus pour des mains humaines, mais de proportions bien plus grandes. Parfois, ce sont des objets rituels ou des symboles de pouvoir, mais d'autres ne rentrent pas aisément dans cette catégorie. Les dimensions de certains artefacts découverts lors de fouilles au XIXe siècle, bien qu'il n'existe pas de documentation photographique fiable, ont été décrites comme des outils impossibles.
Pour ceux qui croient à l'existence des géants, ce sont les pièces manquantes d'un puzzle que l'histoire refuse de compléter. D'autres vont plus loin et pensent que les géants ne se sont peut-être jamais éteints. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. Un géant tué par des militaires. Il suffit d'une simple recherche sur Google pour trouver des vidéos comme celle vue au début du reportage, facilement discréditables. Ces vidéos devraient se multiplier dans les années à venir. Quand il deviendra impossible de distinguer le réel de l'intelligence artificielle, peu de gens connaissent l'histoire d'un géant prétendument abattu par les militaires. Tout a commencé lorsqu'un YouTuber a publié une longue interview avec un entrepreneur militaire, identifié uniquement comme Senior K. Dans l'interview, Senior K affirmait avoir été présent lors de l'opération Liberté Immuable de 2002, lorsque les militaires étaient impliqués dans de féroces combats contre les talibans. Dans leur capitale de facto, dans la province de Kandahar, pendant l'invasion américaine de l'Afghanistan. Selon Senior K, les soldats américains avaient découvert que les forces rivales possédaient une arme cachée, une arme vivante. Il s'agissait d'un géant mesurant 4 mètres de haut, avec des cheveux roux intenses, 6 doigts et 2 rangées de dents. La créature, connue sous le nom de géant de Kandahar, il aurait même tué l'un des soldats des forces spéciales avec une lance, avant que le reste de l'unité ne l'abatte avec 30 secondes de tir continu. On suppose que l'armée s'est chargée de dissimuler le corps de la créature. Est-il logique de penser que des géants sont entraînés comme bêtes de somme ou bêtes de combat? Cela a-t-il du sens dans un monde où la capacité létale de l'armement technologique augmente de seconde en seconde? Se peut-il que le besoin de l'être humain de soumettre les autres ait atteint de tels niveaux surréalistes? Et puisque nous en sommes arrivés à ce point, découvrons l'histoire derrière la deuxième vidéo que nous avons vue au début, le géant d'André Dawson. Lorsque tout a commencé, personne ne pouvait prévoir qu'une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux déboucherait sur une énigme sans précédent. En avril 2022, André Dawson, qui jusque-là utilisait son compte TikTok pour partager des moments quotidiens de sa vie. Il a publié un clip filmé depuis un véhicule en mouvement dans lequel il pointait le sommet enneigé d'une montagne et affirmait qu'il y avait un géant là-haut. Plusieurs médias ont ensuite identifié la montagne comme le pic Whistler, près du parc national de Jasper, en Alberta, Canada. Cette vidéo est devenue virale et a changé le cours de la vie de Dawson. Ce qui a suivi, c'est une série d'événements mêlant mystère, doute, théorie du complot et absence de réponse claire. Après la viralisation, Dawson est revenu enquêter sur place et a publié de nouvelles vidéos. Il disait avoir été arrêté par un prétendu agent de la CIA qui lui a refusé l'accès à une zone qu'il pensait publique. Dans une autre vidéo, il affirme avoir filmé un objet inconnu au-dessus de la montagne et vu 2 hélicoptères transportant une caisse. Mais ensuite, dans un retournement de situation surprenant, Dawson a publié une vidéo dans laquelle il avouait que toutes les vidéos publiées étaient scénarisées. Quelques jours plus tard, il a nié cette confession en disant, et je cite, « Mes vidéos n'étaient pas fausses, on ne m'a pas de nouveau obligé à garder le silence. » Après cela, il a disparu, il n'a plus rien publié, il n'y a pas eu de confirmation claire de son emplacement. Le 1er juillet 2022, une nécrologie est apparue dans le journal local Campbell River Mirror, annonçant son décès, donnant son nom complet, sa date de naissance et son âge. Cependant, l'avis ne précisait ni la cause du décès, ni les circonstances. L'authenticité de la nécrologie n'a jamais été vérifiée publiquement. Aucune déclaration officielle n'a été faite concernant la figure que Dawson a filmée sur la montagne, décrite comme géante, et elle n'a pas non plus été confirmée comme étant un humain de taille extraordinaire. Des analyses indépendantes suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une tour de télécommunication ou d'une illusion d'optique due à la distance. Aujourd'hui, toute personne relisant l'histoire de ce créateur de contenu sait que beaucoup d'informations sont difficilement vérifiables. Andrew est-il mort ou a-t-il juste choisi de disparaître? La silhouette sur la montagne était-elle vraiment un géant? Y a-t-il vraiment eu une intervention d'organismes secrets ou tout cela? Était-ce une très bonne invention? Sa disparition demeure un mystère moderne et, pour certains, prouve qu'un puissant cache l'existence des géants. Comme nous l'avons déjà mentionné il y a quelques minutes, la science, cependant, a une autre position concernant ces êtres. Des erreurs de catalogage, des exagérations journalistiques, des inventions sans scrupules. Oui, tout cela et bien plus encore. Perspective scientifique.
Jusqu'à aujourd'hui, la science n'a pas trouvé de preuves vérifiables de l'existence d'une race de géants humains. C'est la conclusion officielle. Aucun squelette humain de plus de 2,70 m n'a été authentifié selon les normes archéologiques modernes. Aucun reste d'acide désoxyribonucléique n'a révélé une espèce d'hominidé gigantesque. Aucun fossile n'a pu confirmer ce que les textes sacrés racontèrent depuis des siècles. Mais malgré cela, le sujet persiste, et cela reste aussi un mystère pour la science. Pourquoi une idée sans preuve concrète persiste-t-elle autant dans la culture humaine? Le premier point que les anthropologues soulignent est le malentendu historique. Pendant des siècles, des paysans d'Europe et d'Asie ont trouvé de grands os, pensant qu'ils étaient humains, ignorant qu'ils venaient de mastodontes ou de mammouths. En Grèce, on possède des archives du IVe siècle Aveyron, avant Jésus-Christ, où les ossements géants exposés dans les temples étaient vénérés comme des reliques de héros mythologiques. Plus tard, des paléontologues modernes ont déterminé qu'il s'agissait de restes d'éléphants disparus. L'erreur était compréhensible. Dans l'Antiquité, on ne connaissait pas l'existence d'espèces disparues. Tout ce qui était grand devait nécessairement être humain. Ainsi, au Moyen Âge, des mythes entiers ont été construits autour de ces découvertes mal identifiées. La science, en comprenant les archives fossiles, a corrigé cette interprétation. Les géants étaient en réalité les échos pétrifiés de la mégafaune qui a coexisté avec les premiers humains. Un autre facteur que les experts soulignent est la distorsion culturelle et narrative dans les sociétés où la transmission orale était la norme. Chaque histoire gagnait en importance avec le temps. Les forts devenaient de véritables colosses ou des titans, tandis que l'ennemi redoutable était décrit comme un géant. Dans la mythologie, la taille évoque souvent le moral ou le symbolique, pas seulement le physique. D'un point de vue anthropologique, les géants seraient des représentations métaphoriques du chaos, de la nature ou des dieux vengeurs. Ainsi, les Néphilim ou les Jotnar ne seraient pas des souvenirs d'êtres réels, mais des personnifications de la peur humaine face à l'inconnu. Cependant, il y a un élément plus délicat. Les scientifiques reconnaissent également l'existence d'individus humains exceptionnels, dont la taille défie les proportions communes. Des exemples comme Robert Wadlow, géant de l'Illinois de 2,72 mètres en 1940, ou John Rogan, dépassant 2,67 mètres, ils nous rappellent que le corps humain peut atteindre des hauteurs extraordinaires. Ces conditions, connues sous le nom de gigantisme ou d'acromégalie, sont causées par des troubles hormonaux de la glande pituitaire. Dans les sociétés anciennes, où un tel individu pouvait paraître surnaturel, il est facile d'imaginer comment un phénomène biologique est devenu un mythe collectif. Un seul véritable géant aurait suffi à alimenter la légende pendant des générations. La science souligne également que pendant la soi-disant âge d'or du sensationnalisme journalistique, de nombreux journaux publiaient des histoires fantastiques sans vérifier les sources, avec des titres conçus pour vendre. D'un autre côté, les hominidés, connus depuis l'Australopithèque jusqu'à l'Homo sapiens, présentent des variations anatomiques, mais toujours dans des marges cohérentes avec notre biologie. Le plus grand était probablement l'Homo heidelbergensis, qui pouvait mesurer près de 2 mètres, une taille considérable, mais pas gigantesque. Quant au Gigantopithèque, Blackie, souvent cité dans des théories alternatives, c'était un singe, pas un humain. Il a vécu en Asie il y a environ 300 000 ans et, bien qu'il mesurait près de 3 mètres, il ressemblait plus à un énorme gorille qu'à un homme. Pour la science, le géant humain en tant que race indépendante ne correspond tout simplement pas aux preuves évolutives. Mais cela n'intéresse pas la culture populaire. Les géants sans culture ? Au XXe siècle, les géants sont passés du sacré à la culture populaire. La littérature fantastique en a fait des symboles du pouvoir, de la peur ou de l'apocalypse. Dans Les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift, la taille exagérée n'est pas un trait biologique, mais une façon de parler de l'ego humain et des absurdités. Plus tard, dans l'épopée moderne du Seigneur des Anneaux, Tolkien leur a rendu leur force ancestrale avec les Ents, les trolls et les colosses de pierre. Des créatures qui, bien qu'elles appartiennent à la fiction, évoquent ce même passé lointain où les hommes croyaient encore cohabiter avec des êtres immenses. Au cinéma, l'archétype du géant prolifère, de King Kong et Jack le chasseur de géants, aux créatures titanesques de l'univers Godzilla. Un phénomène mondial récent a marqué la culture animée avec Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans.
Une histoire qui parlait d'un monde d'humains enfermés derrière plusieurs murs de grande hauteur et protégés contre l'attaque de géants qui ne voulaient que les dévorer. Tous symbolisent une profondeur dépassant leur taille, la rébellion du primordial face à la modernité, la mémoire vivante de la Terre défiant l'arrogance humaine. Mais le mythe ne survit pas que dans l'art, il renaît aussi dans le discours conspirationniste. Depuis la fin du XXe siècle, Internet est devenu le nouveau champ de bataille entre l'officiel et l'occulte. Des forums, des vidéos et des blogs ont commencé à rassembler des photographies anciennes, des témoignages et des documents prétendument censurés concernant des découvertes archéologiques de squelettes géants. Dans ce contexte sont nés les soi-disant archéologues numériques, des utilisateurs anonymes, des chercheurs autodidactes, des youtubeurs et des vulgarisateurs alternatifs qui tentent de reconstituer l'histoire perdue depuis leurs ordinateurs. Ils analysent des photographies aériennes, consultent des archives déclassifiées, comparent des mythes entre différentes cultures et parfois découvrent des schémas troublants. Aujourd'hui, sur les réseaux, une vidéo montrant de prétendus géants aperçus de loin et avec une qualité d'image médiocre peut atteindre des millions de vues en quelques jours. Les algorithmes alimentent la fascination, mêlant des faits archéologiques réels à des théories de plus en plus audacieuses selon lesquelles les géants auraient été les véritables bâtisseurs des pyramides, que leurs restes ont été cachés après le déluge universel ou qu'ils dorment encore sous la glace de l'Antarctique. Certains vont même jusqu'à les relier à des civilisations extraterrestres, affirmant que les enfants des dieux de la Genèse seraient des visiteurs d'autres mondes qui auraient manipulé génétiquement l'humanité. Autrefois, les histoires se racontaient autour du feu, aujourd'hui ce feu est un écran illuminé. La voix n'est plus celle du chaman ni celle du prêtre, mais celle du narrateur numérique, qui, depuis une chaîne YouTube ou un fil Reddit, ravive les vieilles questions. Au fond, les géants n'habitent plus les montagnes, ni les grottes. Ils habitent le désir humain de croire que le monde recèle encore des secrets à révéler. Tant que nous regarderons en arrière avec peur et fascination, tant que nous nous demanderons s'il y a eu quelque chose de plus grand avant nous, les géants continueront de marcher dans l'ombre de notre histoire et de notre inconscient. Et il est indéniable que le mythe dit quelque chose sur nous, sur le besoin que nous ressentons d'imaginer une humanité plus ancienne et plus puissante. Peut-être parce qu'au fond, nous pressentons que nous ne sommes pas le début de l'histoire, mais seulement un maillon de plus. Peut-être parce que, au-delà de toute version officielle, subsiste le doute que sous nos pieds puissent reposer ou errer les véritables et immenses fondateurs du monde.